Hey, salut tout le monde, bienvenue pour ce MangaCast dossier numéro 70 de décembre 2019. Du bon dossier, il fait froid, il fait pas beau, il fait dégueulasse, donc restez à la maison, écoutez-nous, que ce soit dans votre salon, sur votre iPod, sur votre iTunes, sur ce que vous voulez, MP3 only ou pas, c'est vous qui voyez. On a du stream aussi sur notre site web, que vous pouvez écouter comme vous voulez aussi, c'est très friendly. Et pour démarrer cette émission incroyablement intéressante de ce mois-ci, comme toutes les autres d'ailleurs, nous avons Darin qui est là pour son baptême du feu du dossier, là où il se chie dessus. Alors vas-y mon gars, dis bonjour. Bonjour à tous, je suis très heureux d'être là. Dis bonsoir aussi parce que tu ne sais pas si les gens écoutent la nuit. Ah bah bonsoir. D'accord, c'est formidable. Jensen, eh oui, je l'ai bien prononcé et ce n'est pas l'américaine Jensen. Eh ben dis donc, pour une fois, c'est bien. Ouais, Hello à tous. Alors, si je suis aussi en forme, c'est que je n'ai dormi que 4 heures depuis 5 jours. Ça fait peur. Et demain, je pars au Japon, donc je m'en fous, demain, je meurs. Et c'est quoi qui cause le nouveau dossier de ce mois-ci ? Eh ben, c'est un dossier pour les éditions Vega Éditions. On va faire le portrait d'une collection. Et pour faire ceci, nous avons l'invité qu'il fallait bien. On a Stéphane Ferrand. Bonjour à tous, merci de me recevoir. Ah bah nous on est super contents de te recevoir, hein. On va enfin savoir des choses cachées de l'ombre qu'on ne connaît pas. Oui, tous les secrets. Ah bah oui, tout. De toute façon on a des questions, attention KGB est avec nous, tout ça à l'intérieur. On a tellement de secrets. Oh là là, ouais. Donc on va entamer tout de suite cette discussion avec une question très très simple. On voudrait en savoir un peu plus sur toi. C'est quoi ton parcours ? Oula, ça va être long. Écoute, en résumé, moi je viens de la librairie. En fait, je suis passé par la librairie. J'ai monté à l'époque un des premiers comptoirs d'importation de manga, à l'époque où on n'éditait pas encore de manga. Donc c'était à Tours, à la librairie B-Délire, où j'ai appris mon métier. J'ai été également diffuseur chez 9e Dimension, donc où je diffusais des mangas, des animés. Donc là, un métier beaucoup plus commercial en définitive. J'ai été journaliste. Diversement, que ce soit pour Animeland, j'ai co-créé le Virus Manga avec un collègue qui s'appelait Sébastien Langevin, qui s'appelle toujours Sébastien Langevin. C'est bien pour tout va bien pour lui. Je travaillais aussi en tant que journaliste un peu pour la radio, France Culture, un peu d'écriture de pige à droite à gauche, Le Monde, etc. Mais toujours vraiment dans l'idée de développer une meilleure connaissance, une meilleure compréhension, une meilleure découverte autour du manga. Un petit peu l'animation japonaise, mais c'est pas mon cœur de métier. Moi, je reste véritablement attaché à la chose livre d'une certaine manière, ou en tout cas à la lecture, y compris digitale aujourd'hui, c'est pas le souci. Ensuite, voilà, pour rester vraiment dans le domaine du manga, j'ai écrit un petit opuscule qui s'appelait Le Manga aux éditions Milan, ce qui m'a amené en fait à être engagé par les éditions Milan pour être directeur éditorial d'une collection qu'on avait appelée Kanko. À l'époque, on avait aussi lancé une collection qui s'appelait Dragon, qui étudiait les différentes publications des 5 dragons, Thaïlande, Taïwan, Corée, etc. Et j'avais participé également au dictionnaire encyclopédique du manga sous l'autorité de Nicolas Finet. Voilà, qui était un gros bébé aussi, qu'il fallait sortir aux éditions Fleurus. Et puis, l'un dans l'autre, ça m'a amené petit à petit donc à être engagé aux éditions Glénat. Voilà, où j'ai eu la chance d'apprendre aussi un métier de directeur directeur éditorial à un autre niveau, à une autre dimension quelque part, avec des licences extrêmement tendues, puissantes, et c'était un moment très intéressant. J'y ai passé 8 ans et demi à peu près. Et puis au bout de 8 ans et demi, on m'avait fixé un certain nombre d'objectifs que j'avais remplis. Et puis pareil, en réfléchissant, ça fait longtemps que je me posais la question de la création d'entreprise. Donc j'ai décidé de sauter le pas. J'ai quitté Glénat. Je me suis dit, je suis plutôt en pleine bourre en ce moment, donc je vais sauter le pas. Et puis c'est comme ça que j'ai créé une société qui s'appelle Nexus Book. Cette société s'intéresse à proposer tout autant du travail éditorial que du travail événementiel. En termes éditorial, ça m'a amené donc à être contacté par le groupe Steinkiss, dirigé par Moïse Kissous. Donc Steinkiss,
qu'on connaît, qui a plusieurs labels en fait, mais qu'on connaît principalement pour son label Jungle qui édite Les Simpsons. Donc un groupe éditorial, on va dire quand même relativement bien installé. Et Moïse Kissous, le patron de Steinkiss, cherchait à développer quelque chose autour du manga, voilà, mais toujours un petit peu aussi dans la veine de ce que fait Steinkiss, qui est beaucoup tourné sur le roman graphique. Voilà, Steinkiss, Varum Varum, voilà, c'est pas non plus que Jungle. Et comme moi, j'avais quand même une appétence particulière pour le seinen, hein, je pense que chez Glénat, j'ai largement bien trempé dans le shonen, le shoujo également. Voilà, je voyais le principe de la licence, je savais bien travailler ça, mais le seinen me titillait de par mon âge aussi, hein, quelque part. Enfin bon, je suis né en 71, donc il y a un moment, mes propres lectures aussi évoluent, mes propres goûts évoluent. J'essaye d'identifier des publics qui peuvent me ressembler. Je regarde les générations défiler. Je me dis pourquoi pas faire une collection qui s'appellerait Vega et qui s'intéresserait en premier lieu, pas uniquement, hein, je le souligne à chaque fois, mais en premier lieu au seinen, dont l'identité principale en fait tournerait autour du seinen. D'accord. Du coup, on a créé un jeu aventure avec le groupe Steinkiss. Ce jeu aventure, ça a un nom, c'est Vega, et on s'est lancé en 2018, en octobre 2018 précisément, avec 3 titres. Donc là, on vient de fêter nos 1 an, avec à peu près 11 séries lancées et un petit peu plus d'une trentaine de volumes parus, ce qui est beaucoup. Oui, c'est déjà pas mal. Oui, c'est pas mal. D'ailleurs, de quand et où te vient ton intérêt pour le manga perso ? Je te dirais que fondamentalement, je suis un lecteur. De par ma formation classique, que ce soit autour de la littérature, tout ça, j'ai une appétence particulière pour tout ce qui est les romans fantastiques, science-fiction, notamment heroic fantasy, etc. J'ai aussi monté une librairie à Tours qui s'appelait Paradoxe, qui a fait long feu malheureusement, mais qui proposait uniquement ce genre d'ouvrages. J'ai dirigé une collection de romans de science-fiction pour les éditions Le Masque. Mais le manga, tu l'as rencontré comment ? Petit à petit, si tu veux, tu passes par le roman, tu arrives dans la BD, parce que je suis aussi d'une famille de lecteurs de BD invétérés. Ça n'a jamais été le diable chez nous, en fait, la BD. De par ma génération, tu finis par tremper dans le comics, donc tu manges de la BD, tu bouffes le comics, c'est Nova, c'est super, c'est Spécial Strange, les lugs, les lugs, c'est bon, la grande époque des beaux albums aussi. Et puis, l'un dans l'autre, tu vois arriver le manga. Et tu le vois arriver comme tu as vu arriver le comics, comme tu es rentré dans la bande dessinée, c'est-à-dire comme un média complètement différent, qui a une narration, un archétype de personnage, qui a des types d'histoires, qui a aussi des graphismes, qui a un schéma éditorial totalement différent. Et peut-être n'ayant jamais eu d'une certaine manière un goût définitivement arrêté. Je ne suis pas un spécialiste d'un truc. Je ne me suis jamais dit j'aime ça et rien d'autre. Tout ce qui touchait au livre ou à la lecture, finalement, le manga rentrait parfaitement dedans. Sachant que, encore une fois, né en 71, j'ai eu droit à les premiers Astros, je les ai vus en noir et blanc quand ils étaient passés. Après, j'ai eu droit à Goldorak, Albator, Candy, parce que je regardais la télé comme tous les gamins. C'était quoi, du coup, le titre qui t'a vraiment marqué le premier manga ? Les premiers trucs de manga, franchement, c'est le cri qui tue, en fait. Ah, le magazine. On en revient toujours un peu. Ouais. Encore une fois, c'est générationnel, quoi. Mais d'accord. Je me sens moins seul à cette table. Parce que je restais dans l'animation avec les Goldorak, les Albator, tout ça. Enfin, même Capitaine Flamme, dans une certaine mesure, j'aimais beaucoup. Mais le cri qui tue, ça a été immédiatement une plongée dans un monde adulte. Il y avait déjà Golgo 13, il y avait déjà tout un ensemble d'auteurs. Il y avait le système des super oiseaux de Tezuka, il y avait tout un ensemble d'auteurs. Et ma foi, très très bien choisi, avec des bonnes histoires. Enfin, ça prenait dedans et c'était complètement différent. Et c'est à partir de là, quand j'étais libraire BD. Donc, je travaillais pour un libraire BD, j'étais simple employé, mais je voyais l'engouement qu'il y avait pour le manga qui commençait à naître, et on a tenté l'aventure comme ça d'importer des mangas. C'était par l'entreprise One Way à l'époque. Oui. Pareil, ça nous rajeunit pas. Ça va être barbe blanche ce soir. Et voilà, j'ai découvert aussi énormément de mangas en les important.
Puis je me rendais compte, voilà, j'avais toute une population de jeunes qui venaient, qui achetaient des mangas sans rien comprendre, mais qui adoraient. Et on retrouvait aussi la force du manga d'être d'une narration tellement détaillée, tellement fluide, qu'il y a quand même une grande partie de l'histoire qu'on arrive à comprendre, même si on ne lit pas le japonais. Et finalement, on rentre facilement dedans, on comprend les intentions des personnages, quand le dessin est bien fait, quand la narration est bien montée. Finalement, à part les détails scénaristiques, on arrive à saisir la plupart des choses. En plus, c'était vraiment le règne du shonen. Pareil, il y avait à l'époque les cassettes vidéo de manga vidéo qui arrivaient. Ça permettait de découvrir des titres complètement différents. Vampire Hunter D ou des choses comme ça. Très violent. C'est bien ça. Mais Et donc, je suis tombé comme ça un petit peu. Ça fait boule de neige, quoi. Okay. C'est une couche, puis une couche, puis une couche. Et puis, après, voilà, tu cherches du travail. Tu t'aperçois que tu adores ce domaine. Il n'y a personne qui fondamentalement... C'est en pleine expansion à cette époque-là. C'est en pleine expansion, personne s'y met vraiment, il y a très peu de spécialistes à plein, et puis voilà, une opportunité, une possibilité, tu rentres dedans, tu commences à écrire des articles, ça a été ma période de journaliste, donc j'ai commencé à chercher jusqu'à devenir journaliste, puis rédacteur en chef auprès de Anime Manga Press. Et puis voilà, ça amène petit à petit à l'édition, tout en continuant par passion personnelle, par goût personnel, à essayer de découvrir des mangas en japonais. J'en ai encore des cartons pleins chez moi de trucs dont je connais pas forcément les tenants et les aboutissants complets des histoires. Ça t'a attiré. Oui, puis c'est pareil, de temps en temps, je les regarde, je me dis, même dans le cadre de Vega, tiens, je pourrais bien piocher ça dedans. J'ai déjà essayé plusieurs fois, y compris quand j'étais chez Glénat, sur des vieux titres de Otomo, par exemple. Je me suis pris un bon mur, mais c'est pour d'autres raisons. Mais voilà, déjà à l'époque, j'avais mis de côté du Taniguchi, du Otomo, des choses comme ça. Et voilà, après, ça répond pas spécifiquement à un plan de carrière, c'est relativement chaotique, mais en même temps, ça suit un fil qui est un fil de lecture personnelle et qui est un fil de passionné. Oui, je pense que... De curieux. Et puis au bon moment aussi, surtout au final. Oui, je pense que j'ai la chance d'être arrivé pile dans les bons moments, parce qu'en fait, il y en a eu plusieurs, il y a eu plusieurs époques, et voilà, je suis arrivé chez Glénat au moment où vraiment c'était l'explosion, par exemple, et en même temps, au moment où moi, professionnellement parlant, j'étais prêt au niveau éditorial. J'étais déjà passé par l'expérience Milan, donc j'avais les capacités de le faire. Donc j'ai suivi un petit peu l'histoire, encore une fois, ça fait barbe blanche, mais j'ai suivi un petit peu l'histoire de l'arrivée d'une culture, au-delà même du manga, en tant que petit français, j'ai rien à voir avec Gregorello, par exemple, qui lui est vraiment spécialiste, très profondément ancré dans la culture japonaise, qui parle et qui lit japonais, qui va très souvent au Japon. J'ai eu cette distance quelque part, mais ça m'a raccroché par en fait d'autres biais, d'autres chemins. Tu le disais tout à l'heure, donc création de Vega en 2018. Avant que ça se lance en 2018, comment ça s'est monté le label Vega ? On s'est vu avec Moïse, déjà pour se parler, parce que je voulais savoir vraiment ce que lui, il avait dans l'idée, ce qu'il voulait faire, qu'est-ce qu'il recherchait. Je voulais quelque part mettre en avant l'expérience que j'avais pu avoir et ce que je pouvais voir comme étant les pistes intéressantes pouvant être développées, n'étant pas forcément très développées en France. Même si, c'était pas... on a discuté, on pouvait pas prendre le chemin royal parce qu'aucun petit éditeur ne peut le prendre. Bien entendu, quand on monte une maison d'édition, la première chose qu'on se dit, c'est tiens, on va aller contacter Shueisha et puis on va aller acheter la bombe shonen du moment. Et puis, que dalle, ça se passe pas du tout comme ça. Shueisha, c'est des gens parfaitement pragmatiques qui expliquent que, voilà, eux, tant qu'à miser un bon cheval, ils préfèrent le miser sur une équipe qui a déjà apporté un certain nombre de garanties. Ça s'est passé comme ça pour Kiyun, ça s'est passé comme ça pour tout le monde. On évolue petit à petit, chaque année, on touche des meilleures licences, etc. Au-delà de ça, si on se retire un peu du top 20, du top 25 des charts japonais, on se rend compte qu'il y a des vrais chefs-d'œuvre, il y a des trucs qui peuvent tout à fait plaire au public français, notamment
C'est-à-dire que en France, on a un goût pour la lecture de BD, de comics ou de manga qui s'exprime différemment et diversement, mais qui ouvre la porte, je pense, à plein de découvertes possibles. Et là, c'était un terrain de jeu pour moi. Je trouvais beaucoup de titres. Et donc vous avez juste discuté en fait, et puis vous êtes trouvé sur un terrain, sur une collection qui vous paraissait logique à vous deux. Oui. Et vous êtes tapé dans la main et ça s'est fait. Ouais, on a carrément fait un contrat, tu sais. Ah ouais, incroyable. Ah ouais, c'est même pas, même pas sur la table. Tout ça bien légal et tout. Formidable. Non, c'est déposé l'INPI. Non, pas de souci. On l'a pas craché dans la main. Ça sent le professionnel. Hein. Non, mais voilà, il y avait la volonté de faire les choses sérieusement. Et puis on a discuté aussi de savoir comment se partager le travail. Enfin, Steinkiss a des capacités que moi je n'avais pas en tant que Nexus Book. Ça tombe bien parce que moi j'étais principalement intéressé par l'éditorial. Donc voilà, à moi la direction éditoriale, la stratégie de publication et la confection des ouvrages, livré clé en main ensuite à Steinkiss qui a pour charge à la fois la fabrication, la commercialisation, le suivi de commercialisation, la promotion, le marketing, etc. D'où ma question, combien vous êtes en fait chez Vega en poste fixe? C'est compliqué parce qu'en définitive, c'est plusieurs personnes de Steinkiss qui participent un petit peu dans leur temps du travail de Vega, comme ils participent de Vraum, comme ils participent de Jungle. Voilà, et tout le monde partage un petit peu. Si tu veux, du côté Nexus Book, il n'y a que moi. Donc, je suis vraiment en plein temps là-dessus. Je travaille avec le directeur commercial, le directeur marketing, l'attaché de presse et la responsable de réseaux sociaux et la chef de fab qui sont à Steinkiss et qui font leur travail pour l'ensemble des labels. Et puis de mon côté, je gère une équipe, une petite armada d'externes que sont les traducteurs, les monteurs, qui sont des gens que j'ai eu la chance de choisir aussi, ça faisait aussi partie C'était ma question, du travail. Les traducteurs, adaptateurs, traductrices, corrections, c'est des freelances qui font ça. C'est tous des freelances, la plupart du temps, chez tous les éditeurs. Aujourd'hui, il y a très peu d'éditeurs qui intègrent. Et quand il y a un éditeur qui intègre, il va intégrer en maquette. Il va plutôt intégrer en maquettiste. Oui, c'est plutôt ce que j'ai pas vérifié, mais ce sont des traducteurs, des spécialistes du manga ou ce sont des nouveaux venus que vous avez choisi? Alors, il n'y a pas de diplôme de spécialiste du manga, mais fondamentalement, j'ai pas pris des nouveaux venus. Encore une fois, j'ai joué un petit peu la carte de l'expérience, partant du principe que je connaissais un certain nombre de personnes, partant du principe que j'avais en face de moi des gens chez Glénat que je trouvais extrêmement compétents. Ça serait dommage de ne pas les prendre, quoi. Tout à fait, et puis ils font du bon boulot. J'ai Satoko Fujimoto qui fait un travail exceptionnel sur les titres les plus difficiles qu'on a parce que il demande énormément de recherche, et Satoko Fujimoto est quelqu'un qui ne fait pas que traduire, elle va véritablement chercher que ce soit sur la guerre, sur Magmel, sur Peleliu. Sur Magmel qui est très très exigeant au niveau des termes. Moi je m'amuse beaucoup à regarder si ce qui est écrit dans le manga ça correspond vraiment à la réalité, et c'est le cas, et c'est sûr que ça demande comme vraiment... il y a un travail d'auteur qui est précis, qui est pointu, il faut des traductrices qui soient à la hauteur. Par exemple, ça vaut aussi pour les adaptatrices. J'ai pas d'adaptateur. Par exemple sur Zozo Zombie, on est sur un titre enfant qui regorge du cauchemar des traducteurs que sont les jeux de mots. Ah oui. Le jeu de mots adapté en français. J'ai confié ça à Nathalie B en tant qu'adaptatrice, qui travaillait avec une traductrice japonaise pure, et elle a réussi un tour de force. Pour moi, c'est peu relevé d'une manière générale, mais le nombre de jeux de mots qu'elle a réussi à trouver qui collent avec l'image, les bras m'en tombent, je perds la tête. C'est quelque chose de difficile en France, de transcrire. C'est pas simple, vraiment, parce qu'il y a notamment, par rapport aux japonais, il y a des jeux de mots qui sont extrêmement typiques, extrêmement locaux d'une certaine manière. Et pareil pour les maquettistes, je travaille avec beaucoup de plaisir avec Daphné Belt et avec Anne de Mars, qui travaillent toujours d'ailleurs pour Glénat, et elles étaient indépendantes, j'ai continué à travailler avec elles. Ryoko Akiyama, de la même manière, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui a fait un très bon travail sur le bateau de Thésée, ou sur Kakushi Goto, qui n'est pas simple non plus. Donc les externes ne sont pas des nouveaux. Et toi qui t'amènes avec ta collection de Vega, comme ça, chez un éditeur qui fait quand même de la BD, du comics, du roman, c'est pas un challenge pour eux au niveau des formats, tout ça, ou c'est quelque chose de nouveau?
En effet, oui, ça a été un challenge un petit peu à différents niveaux. Alors, je dirais semi-challenge parce qu'il y avait du personnel chez Saint-Kiss qui avait déjà tâté du manga. Directeur commercial et marketing, c'est Monsieur Benoît Frappa, qui est passé par le groupe Delcourt, qui connaît Panini, qui est passé par Panini, qui connaît un petit peu la bête quand même, qui connaît la chose. Pareillement, elle est partie depuis, mais je travaillais avec Marie Fabry. Voilà, en tant qu'attaché de presse, qui a été attaché de presse chez Cana, qui a aussi eu du lourd à porter. Donc, ça a permis quand même un petit peu de fluidifier les choses. Après, c'est toujours pareil, il faut bien expliquer les choses. La chef de Fab n'a jamais travaillé de manga. Bon, on prend les choses dans l'ordre, on fait les choses d'une manière sérieuse. Voilà, ça s'imprime pas dans le même sens que la bande dessinée. On commence par ça. Voilà, la base. Il y a la base. Non, mais il faut toujours reprendre la base. Voilà, il y a une jaquette, il y a une couverture, il y a des formats différents, on est en noir et blanc, voilà, etc. Pour le reste, le fabricant, on travaille avec Aubin, qui ne connaît quasiment que du manga. Bon, voilà, c'est des ça gens, va, ils ont l'habitude depuis le temps. Voilà, même si tous ces gens, je les ai challengés un petit peu aussi parce que dès le début, on est parti sur le format manga de base seinen, et puis boum, j'arrive avec le journal d'une vie tranquille, qui est un format plus grand, qui est tout en couleur, qui n'a pas le même nombre de paginations. Et je leur dis bon voilà, tout ce que je vous ai dit, vous le mettez de côté, hein, on le garde au chaud pour tout à l'heure. Et puis par contre, j'en ai un qui n'a rien à voir. Voilà. Mais justement, comme là, on parle un peu de lancement de livres, même de nouvelles collections, vu que ça reste quand même un... Bon, c'est Steinkiss derrière, ok, mais Vega, c'est quand même tout petit. Est-ce que les budgets ont été quand même du coup revus totalement par rapport à ça ? Est-ce qu'il y a eu totalement ouverture du budget de la part de Steinkiss pour lancer les diverses séries, ou alors c'était plutôt restreint quand même en termes de budget ? Ni l'un ni l'autre, c'est un peu entre les deux si tu veux. On n'était pas parti sur du restreint parce que, encore une fois, on est aussi dans un marché où il y a beaucoup d'acteurs, donc il faut arriver à exister. Ouais. D'un autre côté, à l'analyse du marché, moi je sais très bien que quel que soit l'impact que tu vas mettre au début, de toute manière, le public, il va te mettre dans des wishlists, mais il va quand même mettre 4 mois, 5 mois, 6 mois avant de t'acheter, voire plus. Donc, quel que soit l'impact, il y a un temps aujourd'hui qui est très long. On est à quoi ? 2005, 2006 volumes publiés en France par année maintenant. Ouais, c'est 160 news par mois maintenant. Voilà, beaucoup de gens qui suivent beaucoup de séries, beaucoup d'envie, mais pas que chez Vega, chez beaucoup d'éditeurs. Donc à la fois, ne rien faire en termes d'investissement, c'était pas possible. Donc, c'est pour ça qu'on a mis quand même des petites choses de soutien. Surinvestir, ça aurait pas été cohérent, d'autant plus qu'on n'arrivait pas avec une bombe, si tu veux, shonen, en disant boum, nous voilà, c'est titre, pour tout le monde, etc., qui va toucher 99% du public. Donc on a fait entre les deux, quoi. Et encore une fois, d'une certaine manière, c'était raisonnable. Là où c'était un peu déraisonnable, c'est que pour le coup, on a peut-être lancé trop de séries en une année. Ouais. Tu vois, là où justement, avec cette compréhension de l'état de marché, je pense que 2 ou 3 séries en moins, ça n'aurait pas été un mal. Mais fondamentalement, voilà, au bout d'un an, je pense que beaucoup de gens connaissent le label Vega, même sans l'avoir lu. Donc aujourd'hui, il y a une marque, il y a une reconnaissance véritable. Beaucoup de gens savent qu'on a quand même des retours assez positifs, que ce soit en presse, que ce soit en réseaux sociaux, enfin en tout cas des gens qui nous ont lus. Donc ça, c'est une bonne chose. Et petit à petit, on progresse véritablement dans les gens qui nous achètent. D'accord. À partir de là, je pense que stratégiquement parlant, chaque année, aujourd'hui, pour un petit éditeur, même pour un gros, mais vraiment pour un petit éditeur, chaque année, on doit tout remettre à plat sur la table et monter en niveau de capacité, voilà, d'une certaine manière capitaliser sur l'acquis qu'on a et réinvestir sur certaines séries en communication, battre le fer un petit peu tant qu'il est chaud et voilà, mais un peu entre les deux, donc pour répondre à la question. Alors, je voudrais juste rappeler à nos auditeurs que Vega, c'est, tu me corrigeras si je me trompe, 12 séries depuis 1 an et demi. Oui, ça doit être ça, à peu près. Donc 12 séries, c'est surtout 30 volumes, quoi. C'est-à-dire qu'on a essayé quand même de pousser chaque série, autant que la parution japonaise le permettait, à au minimum 3 volumes.
au maximum 5, puisqu'on a même terminé une série Survivants en 5 volumes. Mais pour rentrer véritablement dans l'histoire, moi je voulais quand même qu'on puisse avoir au moins 3 volumes de base sur chaque série pour que les gens puissent se faire véritablement une idée dès la première année. Oui, toujours 3 volumes. En revenant sur les titres, est-ce que tu as totale latitude pour choisir l'orientation de la collection, ou il y a un comité de direction comme il y a Stan Kiss, ou c'est toi qui... Non, je suis Dieu tout puissant. Tu fais ta toute. Ok, bah c'est bien ça. Non. Honnêtement, on est dans une relation de confiance avec Moïse sur le choix des titres, et puis en même temps, si tu veux, on est partenaires. C'est un jeu aventure, on est tous les deux partie prenante dans cette affaire. Et voilà, c'est un homme aussi qui aime lire de la BD, qui aime découvrir aussi le manga, parce que c'est pas sa lecture fondamentale, lui, de son côté. Et voilà, ça me fait plaisir aussi de lui montrer les différents titres que je chasse, de lui montrer un petit peu ce qu'il y a à faire. On en profite pour discuter du montant des avaloirs qu'on peut proposer aux éditeurs japonais. Donc on est aussi amené à en discuter, mais voilà, sur beaucoup de titres pour lesquels j'ai eu le coup de cœur, je lui montre, et lui aussi il a des coups de cœur, que ce soit sur Peleliu, Bateau de Thésée ou Journal d'une vie tranquille. Enfin, il sent l'émotion et l'intérêt qu'il y a chez ces auteurs, et donc voilà, on s'accompagne de cette manière. Après, voilà, les titres, je les cherche, je les trouve. Et c'est lui qui les accepte ? On les accepte ensemble. C'est-à-dire que jusqu'ici, il m'a pas mis de veto sur aucun des titres, parce qu'on essaye d'être cohérent dans notre manière de penser cette collection. Voilà. Non, peut-être une fois, il n'était pas convaincu par un titre. Ça tombe bien, parce que moi, je n'étais pas entièrement non plus convaincu. C'est-à-dire que c'était un titre de mecha, donc moi, ça me plaisait. Moi, j'aurais bien aimé. Moi, ça me plaisait assez. On est 3 autour de la table, c'est bien. Voilà, il y aura 3 ventes, voilà. Ça me plaisait assez, mais justement, voilà, j'ai déjà pris un mur avec un titre mecha que j'avais fait chez Glénat. Je pense savoir lequel c'est. On va pas le... Non. Et fondamentalement, voilà, c'est pareil, il y a des époques, il y a des périodes, et on n'est pas dedans. Donc, c'était bien que lui-même, il pose aussi en disant « ça me plaît moins, tu vois. » Oui, mais c'est bien d'avoir des échanges au final. Voilà, c'est... tu peux nous parler de l'idée ou de la ligne éditoriale de Vega Edition? C'était quoi Vu que vous la travaillez bien ensemble. Alors, la ligne éditoriale de Vega, moi, je la définirais en essayant de dire que dans Vega, on va trouver principalement des titres pouvant intéresser un public très large. Okay. C'est-à-dire travaillant des thématiques, des sujets, des histoires qui peuvent vraiment intéresser le public habitué au manga, mais peuvent aussi aller lorgner vers un public habitué plus à la bande dessinée. Alors quelqu'un qui n'a aucun goût pour les livres, non, on va pas l'attraper. D'un autre côté, je pense pas qu'il l'a perdu, s'il lit pas, on l'a perdu. Je pense pas qu'il posera son œil. Voilà. Mais des sujets universels d'une certaine manière, et qui en même temps trouve un certain ancrage dans la réalité. Chacun de mes titres, quelque part, je l'ai aussi choisi dans une forme d'écho à l'année, à ce que j'en ressentais, alors que ça soit autour de la guerre, dans les différentes ambiances. On va pas refaire l'actualité qu'on retrouve. Mais bon, ça me paraissait intéressant de mettre Peleliu, qui va montrer une image de la guerre qui n'a rien à voir avec la vision complètement romancée qu'on va trouver dans des films américains ou autres. Ça m'intéressait de proposer Magmel, parce que ça avait ce petit côté écolo, friendly, et puis voilà, en France, Cousteau, tout ça. Enfin, tu te dis finalement, on peut trouver du lectorat. L'élection de Trump, moi, ça m'a inspiré Red Rat in Hollywood. Voilà, sur la chasse aux sorcières et la mise en place d'un gouvernement complètement taré et qui fait n'importe quoi. Formidable. Natsuko no Sake, pour moi, c'est un titre de 88, et pour moi, c'est les lendemains difficiles. Ça t'a inspiré? Non, ça aurait pu.
pu, mais... Le saké et le vin, c'est bien remis en avant en ce moment. Oui, mais il y a l'agriculture aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses sur les pesticides, tout ça. Il y a la place de la femme dans la société, qui est intéressante, et en même temps, dès que tu regardes certains menus de certains restaurants en France, tu retrouves le saké, tu retrouves une mixité avec le Japon, tu retrouves beaucoup d'allers-retours. Le salon du saké qui a lieu à Paris quand même, j'y suis allé en septembre. Il n'est pas très grand, mais ouais. Et il y a plein de monde. Enfin, c'est un breuvage qu'on est vraiment en train de redécouvrir, qui nous mis un petit peu... on fait du 100% français maintenant en plus du saké. Non, c'est vrai. Si. On travaille avec un partenaire qui s'appelle Osake. Donc, parce que bon, encore une fois, moi je suis tout sauf un spécialiste du saké, donc moi je le bois ou des thèmes que je travaille. Mais du coup, je voulais le faire relire par des gens qui savent bien de quoi ils parlent pour voir si on était bien parfaitement raccord sur la trad, parce que encore une fois, c'est un titre qui est ambitieux pour apprendre des choses. Et Osake fait un super boulot. Enfin, il nous aide beaucoup en plus. Et ils sont en région lyonnaise. Alors, il y en a aussi en région parisienne. Il doit avoir une antenne à Paris, mais ça, je la connais pas. Et voilà, ils m'ont aussi un petit peu dégrossi sur le sujet de très bonne manière. Et donc, ils produisent leur propre saké, un saké français, pour revenir. Mais alors, tu nous dis un large public, et c'est tant mieux, mais l'âge, quand même, vis-à-vis du lectorat. Fondamentalement, je pense que à partir de 13-14 ans, il y a des titres qu'on peut aborder, que ce soit Survivant, que ce soit Magmel, que ce soit même le journal Une vie tranquille dans une certaine mesure, et jusqu'à 50, 60 ans. Enfin bon, il y a des titres qui ont des teneurs diverses et variées. Ça dépend de ce qu'on cherche dans un ouvrage. Dans les différents ouvrages choisis dans le catalogue Vega, il y a, alors faut pas non plus que ça soit un pensum, mais il y a un aspect didactique qui est proposé au lecteur. Que ça soit sur Peleliu, on en apprend plus véritablement techniquement sur la vie des soldats. Sur Magmel, on en apprend plus techniquement sur les fonds marins. Sur Kakushigoto, on en apprend vraiment plus techniquement sur la vie d'un auteur de manga. Pareil sur Natsuko no Sake, j'en passais des meilleurs. Et sur Zozo Zombie, sur les zombies. Et sur tout ce qui est crade. Le pipi caca et les jeux de mots. Non mais c'est marrant parce que de tout ce que vous avez sorti, au bout, en gros c'est presque le 12e de mémoire, c'est un Kodomo, quoi. Ça tranche avec tout le début. En fait, dans l'ordre, je voulais vraiment poser le seinen comme étant vraiment la colonne vertébrale, on va dire, de la collection. Et puis, je voulais pas me lancer avec n'importe quel shonen, ni n'importe quel shoujo. Je voulais prendre un petit peu mon temps. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, tant qu'à s'adresser à un public jeune adulte et adulte, donc potentiellement à des parents, pourquoi pas, s'ils ont une certaine reconnaissance sur le label, leur dire voilà quelque chose qui peut plaire à vos chères têtes blondes. Voilà, moi j'ai un gamin de 10 ans qui me pique en permanence mes Zozo Zombies en japonais, qui me harcèle pour que je les édite en français plus vite parce que ça traîne. Allez, ça traîne là. Et voilà, sorti de ça, trouver un shoujo. Moi je regarde beaucoup, je suis très exigeant sur le shoujo parce que les shoujo de cours d'école et d'histoire romantique, ça c'était pas ma cam chez Glénat, ça l'est toujours pas chez Vega. Et du coup, je me suis tourné vers le Josei avec Shisako Garden. Qui est en rupture, on a l'impression. Oui, qui est en rupture, on a l'impression, comme le volume 1 de Magmel aussi. Enfin, ça pousse. Et puis, on a trouvé notre shonen pour janvier prochain. On est très très content. C'est un titre, en fait, ça fait 1 an et demi que je le chasse. Ah oui, quand même. J'ai déposé la demande de droit. Il a lâché la Pokéball, ça y est, il l'a attrapé. Il y a un moment, tu te dis, il viendra jamais celui-là, c'est pas possible. Et donc voilà, j'aurai le plaisir, et je vous l'annonce, je crois que ça n'a pas encore été officiellement annoncé, mais le plaisir de proposer au public français Birdman de Yellow Tanabe. Oh, du Yellow Tanabe, cool. Voilà. Ça c'est je bien. regarde. Ouais, vas-y, regarde. Pas mal, et d'ailleurs, tu mets dans cette jungle de maisons d'édition anciennes, jeunes, grandes ou petites qui publient du manga comme Kana, Pika, Glénat, Kiun, Kurokawa, Chato, Naban, Nazca ou H2T, pour en citer quelques-unes. Comment se place Vega sur le marché vis-à-vis de cette concurrence, si tant que vous considérez en concurrence avec eux ?
C'est des collègues et des concurrents d'une manière parfaitement professionnelle. Enfin, il n'y a pas de souci là-dessus. Le positionnement dans la ligne des éditeurs, je dirais qu'à la fois, il tend un petit peu vers Ki-Un, d'une certaine manière, de par l'appétence vers un seinen grand public, un seinen un peu mass market aussi. Il faut bien concevoir que l'idée, c'est pas de faire du seinen à la Lézard Noir. Lézard Noir qui fait très très bien un travail excellent, moi je trouve, mais qui est plus tourné vers l'œuvre d'auteur d'une certaine manière. Les seinen qu'on va proposer restent encore dans un schéma distractif, même s'ils ont un aspect pédagogique. C'est des histoires à suivre, très, très intéressantes aussi, comme le bateau de Thésée, c'est typiquement à la Ki-Un d'une certaine manière, c'est très RAZ, c'est assez relevé dans les réseaux d'ailleurs pour le mentionner. Magmel, pareil, c'est très fun à lire, il y a une histoire c'est humaine. un vrai plaisir, ouais. Il y a un truc. Et puis, donc voilà, il y a toujours aussi quelque part une recherche d'auteur avec un trait particulier. Donc là, quelque part, je tire un petit peu vers du Casterman parce qu'il y a un travail graphique que j'aime montrer, j'ai essayé de montrer diversement quand j'étais chez Glénat avec Moto Hagio, avec plusieurs auteurs qu'on n'avait pas encore vraiment exploré, avec Tetsuya Shiba, que j'ai repris encore une fois, Tetsuya Shiba pour Vega. Et voilà, une certaine exigence graphique, une certaine exigence au niveau du scénario, entre Casterman et Ki-Un d'une certaine manière. On va sans doute trouver Vega, même si je dirais que... Ouais, mais il y a des traces aussi chez Kana ou chez Glénat, tu vois, sur certaines collections ou certains titres. Masato Issa, l'auteur de Kamuyarai de chez moi, c'est quelqu'un que j'ai découvert en publiant Jabberwocky chez Glénat. Donc il y a une filiation aussi. Hein. C'est vrai que j'ai fait Shiba, j'ai fait Issa, j'ai fait Yamamoto Osamu quand j'étais chez Milan. J'ai adoré cet auteur, même s'il a un trait daté d'une certaine manière. Et je trouvais que du coup son trait daté collait parfaitement à Red Rat in Hollywood. Parce que Red Rat in Hollywood, c'est une histoire datée des années 50. Bon, pour le coup, j'ai pas un adolescent qui comprend quoi que ce soit sur Red Rat, parce qu'effectivement, c'est un peu trop loin. Mais voilà, encore une fois, il y en a un peu pour tout le monde, et avec quelque chose qui oscille entre Glénat, Kana, Casterman, Ki-Un. Ok. Un peu là-dedans. Et Vega, qui existe depuis février 2018, donc ça va faire un peu plus d'un an. Octobre, octobre. En publication, on a publié nos premiers titres en octobre 2018. D'accord. Et on est une société qui s'est créée en février. Oui, après, d'accord. Voilà, faut aller au Japon, faut démarcher, bien sûr, faut négocier, se faut traduire. Tu as déjà publié 12 titres, tels que Le bateau de Thésée, Pelliu, Survivant de l'histoire du jeune S. Alors, ce sont des titres destinés à un public mature. C'est pas risqué de faire connaître une nouvelle collection avec ce genre de titres quand tu veux j'aurais adoré avoir un Urasawa. Ouais, non, mais clairement. Non, mais il faut bien commencer quelque part. Mais je me suis pas privé, si c'est ce que tu veux savoir. J'ai pas de goût pour l'autoflagellation en particulier, donc on a dit pas de vie privée. mais fondamentalement, c'est pas facile. De base, en plus, j'espérais pouvoir commencer avec le bateau de Thésée. Tu vois, qui était quelque part ce qu'on pouvait trouver de plus mass market dans notre sélection. J'espérais poser le bateau de Thésée, Peleliu et Birdman. Voilà, pouf. Donc, pour le coup, Birdman, 1 an et demi. Le bateau de Thésée, on a eu un retard, qui est à l'allumage aussi, parce que c'est pareil. On a eu la chance extraordinaire de travailler avec des grands éditeurs tout de suite. Donc, se voir ouvrir la porte de Kodansha, de Shogakukan, de Hakusensha. Quand on monte une petite maison d'édition et qu'on démarre, c'est pas évident du tout. Non. Donc je suis plutôt content. Je pense qu'on n'aurait pas pu véritablement espérer mieux. Je pense que dans l'ordre de publication, on aurait pu peut-être espérer mieux. Encore une fois, je pense que le bateau de Thésée plus tôt aurait peut-être... en fait, c'est juste un agencement de planning qui est pas... C'est un agencement de planning qui s'est pas fait, mais sur le choix des titres, après, je pense que je voulais tout de suite, si tu veux, tant qu'à à savoir que j'allais pas vendre des palettes entières dans les 6 premiers mois, il faut être lucide aussi sur l'état du marché. Tant qu'à faire, je voulais installer une réputation. Je voulais installer le fait
essayer d'avoir le retour public, le retour des lecteurs d'un travail de qualité, que ça soit dans le choix des titres, que ça soit dans la traduction, que ça soit dans la maquette, les petites pétouilles ici ou là, hein, ça, j'en ai laissé passer inexorablement. Mais je pense qu'aujourd'hui, encore une fois, comme je disais, on a réussi peut-être pas à installer plein de titres, mais on a installé un label. Et du qualitatif. Un label, de ce que je lis en tout cas, les gens, enfin ceux qui nous lisent sont très contents. Très contents. Donc maintenant, il faut qu'il y ait plus de gens qui nous lisent. Mais voilà, dans ce chemin-là, c'est un peu ce qu'on a pris. Et on en est satisfait. Cet objectif, il est réussi. Maintenant, il faut qu'on pousse effectivement, cette fois-ci, d'un point de vue plus industriel, d'une certaine manière. Est-ce que c'est aussi pour ça que les titres choisis sont pour la plupart finis au Japon ? Ils sont pas tous finis. Ou est-ce que c'est par hasard ? Ils sont pas tous finis, mais il y a une bonne partie qui sont déjà terminés. Par exemple, ceux qu'on a cités, ils sont terminés au Japon, par exemple. Alors, je te dirais, non. En fait, t'as raison et tort en même temps. Okay. C'est-à-dire que c'était pas une volonté de prendre des titres finis. Par contre, c'était ma volonté, et c'est aussi ça que j'ai trouvé dans le seinen, de prendre des titres qui soient pas trop longs. Encore une fois, tant qu'à s'adresser à beaucoup de monde, je trouve que le seinen a cette particularité de proposer 10, 15, 20 volumes pour une bonne série, quelque chose qui est bien fait et qui est bien terminé. Ça, on va le trouver. Il y a des seinen qui vont beaucoup plus loin. Hein, on peut en citer plein. Mais fondamentalement, le shonen, lui, a vraiment ce besoin de tirer encore à la ligne très, très, très loin. Et sur le seinen, je l'ai vu diversement. Tu vois, même si Les Gouttes de Dieu, quand j'ai édité Les Gouttes de Dieu, je savais pas qu'il y aurait 44 volumes. Et je pense que la plupart des gens qui l'ont acheté, derrière, et je pense que la plupart des... Mais voilà, ça a eu quand même un succès. Et donc, il y avait quand même cette volonté d'arriver à trouver des séries courtes, même si, encore une fois, en allant les acheter, j'en avais aucune idée. Peleliu est toujours en cours. Je dirais, parce que j'en discute avec les éditeurs, je dirais que l'éditeur m'a dit que ça serait raisonnable d'envisager que ça se termine vers le 11e. Après, quand il discute avec les Japonais, t'es toujours dans les... Il est très possible, ça serait raisonnable. Vous pouvez envisager... Voilà, donc ça veut dire 10, mais ça veut dire 11, voire peut-être 12. Donc voilà, Bateau de Thésée vient de se terminer. Mais au moment où je l'achète, je ne le sais pas, en définitive. Kakushigoto en cours, Journal d'une vie tranquille en cours. Pareil, Survivant, en vérité. Quand je l'achète, je ne sais pas que ça va se terminer. Je ne sais pas que le plan de l'auteur, c'est en fait de faire plusieurs cycles de 5. Voilà. Et fondamentalement, je commence là-dessus, et puis au bout d'un moment, on discute, et puis l'éditeur me dit « Ah oui, vous savez, le plan de l'auteur, c'est de faire un cycle court, et éventuellement de relancer une deuxième histoire, tourner sur un autre des personnages qui a été développé dans la première histoire. » Pas lequel, mais bon, ça se devine assez facilement. Et de développer un petit peu tout ça. Après, Kamuyarai, non, c'est pas terminé. Kakushigoto, c'est horriblement en cours. C'est encore... Birdman aussi est en cours. Birdman est en cours, oui, tout à fait, depuis longtemps. Mais il est à 15 volumes et en fait, il monte en qualité d'une manière extraordinaire au fil des volumes. Donc ça fait pas peur au final de savoir qu'il y aura quand même un certain nombre de titres derrière. On est à 15. Après, pour Birdman, Birdman, c'est une locomotive. Le but, c'est que ça puisse traîner plusieurs années quand même. Alors, oui, le but, c'est aussi que ça pousse, ça soit une locomotive, d'un point de vue économique aussi. Il ne faut pas se leurrer. On va faire une mise en place beaucoup plus importante que ce qu'on a fait sur Peleliu, typiquement. Donc, encore une fois, on ne va pas faire que du seinen comme je l'ai défini. Mais tu as raison dans cela que moi, ce qui va me plaire, ça va être de proposer au public des séries courtes. Déjà parce que je pense que c'est plus facile de suivre une série quand tu te dis Natsuko no Sake, j'ai 6 volumes, quelque part tu fais ton calcul, ils sont à 11 €, tu as un investissement de 66 €. C'est des gros bébés quand même. Hein. Voilà, c'est des gros bébés. Bon, tu commences à maîtriser mieux un petit peu la chose. Et puis en même temps, je pense que c'est bien d'avoir de la rotation. Tu termines une série, ça te permet d'en lancer une autre. Quand tu lances 5 séries qui sont très très longues, finalement économiquement parlant, derrière tu es obligé véritablement de fournir sur les dites séries et tu peux pas aller chercher un nouveau titre. Tu peux pas parce que tu as un budget économique annuel et tu peux pas aller loin. Donc il y a effectivement quelque chose qui moi m'attire dans les séries pas trop longues, pour peu qu'elles soient effectivement bien closes.
sur le bateau de Thésée, apparemment, ça a l'air d'être merveilleusement bien clos. Okay. Est-ce que ton expérience de directeur édito de Glénat Manga a été un plus contact pour toi, ou il a fallu repartir de zéro ? Oui, ça a été un plus contact, je vais pas le cacher. Déjà, dans la construction de la structure de Vega, ça a été rapide, encore une fois, parce que j'ai retrouvé des externes avec qui je travaillais diversement, de Aubin, l'imprimeur, jusqu'aux traductrices ou aux maquettistes. Ça a été un plus aussi, parce que dans la communication, je suis pas inconnu auprès de Manga News, auprès de Bodoy, auprès des gens, donc les gens ils savent à peu près ce que j'ai fait maintenant et un petit peu vers quoi je m'oriente. Depuis le Virus Manga, j'ai posé un certain nombre de bases finalement que je ne fais que retravailler. Tu vois, j'ai pas l'ambition d'être bon partout, mais j'essaye d'avoir toujours un petit peu la même ligne. Et puis encore une fois, la chance qu'on a eue de travailler immédiatement avec quelques-uns des plus grands éditeurs japonais, c'est aussi le bénéfice que j'ai récolté d'années où je travaillais avec eux quand j'étais chez Glénat, effectivement. Dans le magazine Bodoy en 2018, il était indiqué que vous souhaitiez être dans le top 10 des éditeurs d'ici 3 à 5 ans. Après cette année et demie passée, tu penses que c'est sur la voie de cet objectif ? Non. C'est un bon nom, mais il faut être honnête. C'était un bon vœu pieux. Je pense que voilà, on aurait eu l'opportunité de lancer Birdman, Bateau de Thésée tout de suite. Je pense qu'on aurait pu être dans des perspectives d'évolution beaucoup plus rapides. Je sais pas, franchement, d'ici j'ai dit 3 ans, c'est ça ? 3-5 ans. 3-5 ans. Ah, remarque, d'ici 5 ans. Ouais, c'est large quand même. Non, c'est large, je me suis donné du mou. T'as pas été, non, cette année on va être top 1. Dans 2 ans, c'est fait. Ouais. Non, mais voilà, c'est une ambition de toute manière de rentrer d'abord dans le top 20. On va dire aujourd'hui, si je devais reprendre les choses, je dirais que après cette première année, d'ici à la fin de l'année prochaine, si on peut rentrer dans le top 20, on sera déjà content. Ça sera une bonne première étape. D'ici à 3 ans, dans le top 15 éventuellement. Mais encore une fois, si tu veux, tout ça, c'est des questions où on te demande de lire dans le mar de café. Non. Et tu sais pas les titres que... Déjà, tu sais pas les titres qu'on va t'accorder. Mais ensuite, tu sais même pas les titres que tu vas acheter. Parce qu'ils ne sont pas encore sortis, ils n'existent pas. Je veux dire, en 1 an, j'ai fait des publications, j'ai vu sortir des titres au Japon, j'ai essayé de faire des achats de droits, j'ai essayé de demander. Bon, à chaque fois, bien sûr, les titres, ils sont vus par tous les éditeurs. On a la chance extraordinaire quand même en France aujourd'hui d'avoir un ensemble de directeurs éditoriaux qui connaissent le manga, qui maîtrisent le domaine, qui savent, qui ont de la technique, qui ont de la maturité, qui savent aller au Japon, qui savent regarder un petit peu les choses, qui savent repérer. Donc dès qu'il y a un machin qui pointe le bout de son nez, tout le monde se jette dessus. Et c'est tout à fait logique. Et quelque part, c'est une bonne chose. Mais quand je vois ce qui est sorti en 1 an, je me dis... D'ici les 2 prochaines années, mais il y a encore plein de choses qui peuvent sortir. Et je le redis encore une fois. Et de mon point de vue, ce que je veux pas oublier avant toute chose, c'est que dans le back catalogue des éditeurs, il y a des pépites. Il y a encore énormément d'excellents titres. Birdman, franchement, c'est édité au Japon depuis 2003, je crois. 2003 ou 2006. Tu vas me confirmer. Je vais regarder. Confirme-moi ça, parce que moi, je connais pas bien mon catalogue. Mais voilà, c'est un titre qui a déjà un certain nombre d'années. Il m'a pas semblé qu'un éditeur ait tenté l'aventure. Pika avait fait Kakaishi. Mais... Alors, Birdman, c'est 2013. 2013, donc tu vois. Donc c'est prépublié dans le Shukan Shonen Sunday. Shonen Sunday, oui, tout à fait. Mais bon, 2013-2019, c'est déjà 6 ans que ça tourne. Et personne de derrière. Il y a 15 volumes de parus et c'est un titre qui est absolument fabuleux, qui a des accents d'évangélion, par exemple, qui sont étonnants, avec en plus une définition de personnage et une évolution de personnage comme Seferei Watanabe, qui est passionnante, quoi, avec des vrais personnages qui ont vraiment du... Bon, et ça... Combien il y en a comme ça qui sont encore à découvrir quand tu regardes la parution japonaise, t'es à 4500, 5000 volumes à l'année.
Bien sûr, on est très 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 loin de... Alors, ça donne la chance effectivement de publier, d'avoir, comme disent les Japonais, en France, vous avez le gratin du meilleur. Voilà. Quand on regarde les catalogues de tous les éditeurs, vous avez vraiment voilà, tout. C'est l'écrémage total que vous avez. C'est ça, c'est l'écrémage. Mais il y a beaucoup encore à prendre. Et si on va parler un peu communication autour des titres. Moi, je remarque quand même que c'est pas Vega qui est le plus expansif parce que c'est un budget de toute façon la communication, mais est-ce qu'il y a une stratégie, est-ce que par exemple votre communication elle a quand même été beaucoup plus importante à un moment donné sur Natsuko no Sake avec la soirée dégustation sur le saké, avec présentation à la presse, aux influenceurs, est-ce que c'est un titre particulier, est-ce que c'est un enjeu ou le reste c'est des titres où il faut en parler aussi, mais il n'y a pas forcément budget forcément monstrueux à chaque fois. Il y a un peu de ça. Déjà, il n'y a pas une stratégie globale de communication. Voilà, on essaye d'abord de communiquer beaucoup via les réseaux sociaux parce qu'on a besoin d'avoir du retour direct du public. Donc ça nous importe énormément. On a fait une communication globale sur Vega. Surtout au début, déjà pour bien installer la marque. Après, ça va dépendre des titres. Ça va dépendre des titres parce que ça va dépendre des auteurs, ça va dépendre des éditeurs japonais, de ce qui est autorisé, de ce qui n'est pas autorisé. Ça va dépendre de la capacité aussi des titres à être communicables. Kakushigoto, c'est plus difficile de faire une soirée de lancement sur Kakushigoto que de faire une soirée de lancement où tu proposes aux gens de boire du saké. D'un coup, tu as beaucoup plus de journalistes quand tu proposes de boire du saké. C'est bizarre, hein. Bah oui, mais bon. Là, c'est malheureusement comme ça. Ouais. Mais dans ce genre de soirée, les gens ils oublient le titre à force de boire. Ouais, c'est possible. On a fait une soirée sur Shisako Garden alors que c'est un one shot. Tu vois, tu te dis une soirée, tu vas faire une soirée a priori peut-être pour amortir sur une série entière. Mais là, pas du tout. Je pense que sur Shisako, il y avait un truc qui était sympa à faire avec le renard doré. Et on a fait une petite activité de construction de petites mini-forêts voilà, qui était sympa. Et je voulais travailler un aspect bucolique de cette manière. Peleliu, on l'a travaillé en soi. Après, voilà, ça dépend ce qu'on va mettre dedans. On fait des petites choses. On a fait des marque-pages Kakushigoto, on a fait des posters pour Peleliu, Survivant et Magmel, parce que les gens adoraient la couverture numéro 3 de Peleliu, celle avec toutes les fleurs de cerisier qui est toute rose. Et puis, ils adoraient les couvertures de Magmel. Donc, voilà, voyant ce retour de la part des gens, on s'est dit, les gens, ils adorent les couvertures de Magmel, on va essayer de leur faire des posters. Et puis, on va leur offrir des posters. On a fait des stop piles sur Bateau de Thésée, on a fait différentes choses. On a fait des stickers sur Zombie. Alors, on a fait sur Zombie posters et stickers, double stop pile et posters et stickers pour donner aux gens. D'autant plus qu'à la fin de Zombie, il y a un jeu où il faut trouver Zozo, c'est un peu où est Charlie, tu vois, où il faut trouver Zozo dans une ville pleine de Zozo, et pour le coup c'est en noir et blanc parce que le jeu avait été fait à l'époque dans le Mangashi en couleur, mais dans le manga lui-même, dans le tankobon, c'était édité en noir et blanc. Donc on nous a demandé de l'éditer en noir et blanc. Donc du coup, dans le jeu, tu vois, chercher le bonhomme bleu. Bon, ok. Bon, alors ce qu'on va faire, on va faire un poster et puis on va l'envoyer au libraire. Alors, voilà. Bonne donc idée. On essaye d'adapter de cette manière selon les différents titres. On n'a pas une stratégie globale qui présupposerait qu'on ait un budget global nous permettant d'investir sur tous les titres. Il y a des choses qu'on aurait aimé faire, que j'aurais aimé faire, qu'on n'a pas eu le temps de faire une exposition Magmel à l'Aquarium de Paris, par exemple. J'allais justement poser la question, vu que c'est un titre qui parle beaucoup du fond des mers, des abysses, ça aurait pu être très intéressant de le placer dans des magazines, faire de la pub, je sais pas, dans des magazines spéciaux, soit dans les... Ça, pourquoi pas. Voilà. Non, il faut pas se priver. Aller dans des aquariums, le vendre dans des aquariums, je sais pas. On l'a toujours en projet. Ouais. Mais encore une fois, c'est petit acquis, petit budget, on essaye de faire au mieux. On essaye aussi de ne pas creuser un trou. Vous savez très bien que fondamentalement, vous lancez une collection en première année, surtout quand vous tapez une trentaine de volumes, vous creusez un trou, vous creusez un déficit en premier lieu, parce que l'argent, il sort plus vite qu'il ne rentre. Et quand il rentre, boum, il y a la moitié qui part au diffuseur, et après vous recoupez en deux pour les différents frais d'amortissement, de la valoir, de la fabrication, et puis après, crac, vous recoupez ce qui reste
reste en deux pour les frais courants que sont le salaire, l'électricité, etc. Et puis quand vous voyez ce qui reste, bon, vous savez que vous ne pouvez pas non plus surinvestir au-delà de ça. Mais ce genre de plan, on y pense toujours parce que c'est du partenariat à créer. Par exemple, sur Red Rat in Hollywood, on a commencé à réfléchir, bon, on n'a pas eu le temps encore de tout faire, mais on a commencé à réfléchir à la possibilité de travailler avec une cinémathèque. Parce que y a des films vraiment qu'on redécouvre à l'intérieur de ce manga et faire un partenariat avec une cinémathèque qui passerait de cette manière les films dont on parle dans Red Rat, ça serait trop cool, quoi. Donc il y a des projets, il y a des choses qui ne sont pas encore faites, qui vont se faire. Voilà, on a fait aussi des clips vidéo sur certains titres, dont Red Rat d'ailleurs, et Zozo. On a fait des extracts, mais on ne peut pas le faire sur tout. Il y a beaucoup d'ambition, mais de façon économique. Pas tout d'un coup. On essaye de saupoudrer un peu partout. On essaye de pas trop lâcher un titre tout seul dans la nature. On n'a pas, j'ai pas l'impact de Glénat. Enfin, quand j'étais chez Glénat, j'avais un directeur marketing et un assistant de directeur marketing spécialisé pour le manga. Et quand on voulait envoyer du bois, on envoyait du bois et ça pesait lourd, quoi. Donc il faut remettre les choses à leur place. Et c'est, je pense, déjà bien qu'on arrive à faire des petites choses et à proposer aux gens un peu de fun. En communication, vous envisagez un site web pour les plannings, ce genre de choses? Alors, ça nous a beaucoup été reproché. Je pense que c'est une erreur aussi qu'on a faite. On n'a pas lancé de site web, on n'a pas de newsletter, par exemple. Donc, on a un petit défaut de communication à ce niveau-là. Je le reconnais et j'en prends ma part. Ça fait partie des choses qu'on espère faire évoluer dans l'avenir. Ne serait-ce qu'un site web de base, avec les couvertures, les prix, les trucs, les machins, enfin le site web de représentation, le planning, les infos éventuellement de changement de planning ou de report, puisqu'il y a eu aussi quelques reports et quelques changements de planning. Un fil un peu, pour l'instant, le fil de communication pour nous, c'est Facebook, c'est Twitter, c'est ce genre de choses, et clairement, ça suffit pas, surtout quand on travaille un public jeune adulte, mais aussi adulte, et qui pour le coup est encore assez attaché à la chose site web. On fait des erreurs, ça en fait partie, je pense, et j'espère qu'on aura l'opportunité en deuxième année de corriger ça. Oui, 2020. Un catalogue aussi, par exemple. Oui, c'est pas mal. Puis 2020, c'est plein de promesses. La majorité de tes titres sont des seinen. Avec Zozo Zombie, qui est un titre jeunesse, et Shisako Garden, un Josei. C'est référencé comme ça, voilà. Pourquoi ces choix, en fait, dans cette vague de trucs très très sérieux Pourquoi les choix des titres, ces deux titres un peu atypiques Je pense qu'on a faussement une idée de trop sérieux, je pense, sur Vega, parce qu'on a commencé par Peleliu, qu'on a embrayé par Journal d'une vie tranquille. Mais derrière, Survivant ou Magmel, qui avait été lancé en même temps que Peleliu, c'est plus pop culture, quelque part, que... Bandit Seven aussi. Bandit Seven aussi, c'est complètement trashouille. Kamuya Ride, c'est très distrayant d'une certaine manière. Aussi, c'est plus du combat médiéval, etc. Shisako Garden a un côté sérieux aussi d'une certaine manière, parce que je trouve que c'est une belle fable en 5 actes sur les différentes époques de la vie et le rêve de l'enfant qui dure jusqu'au dernier âge. Donc, on n'est pas, encore une fois, on n'est pas Casterman, on n'est pas les Arts Noirs, on n'est pas complètement dans un schéma trop sérieux. Mais peut-être que c'est ce qu'on a vu avant toute chose, parce que Peleliu a un bel impact, en fait, quand il est sorti. On en a beaucoup parlé, et ça a un peu donné une couleur à notre catalogue. Éditeur historique, tu vois, t'as un article dans Télérama, t'en as un dans Historia, t'en as un dans Le Monde, tout de suite, boum, allez hop, t'es un peu catalogué. Donc du coup, partant de Shisako, même en glissant sur Natsuko no Sake, arrivant à Zozo Zombie, avec Birdman en perspective, j'espère que ça va équilibrer un petit peu effectivement cette image qui pourtant qu'on a essayé de casser avec Bandit Seven, Kamuya Ride ou même Kakushigoto qui est une pantalonnade, quoi, quand même. C'est bien que tu en parles parce que
Tu publies Kagu Shigote, scénarisé et dessiné par Kometa Koji, qui est aussi l'auteur de Sayonara, Monsieur Désespoir, qui est publié chez Pika Édition. Ouais. Mais Sayonara, Monsieur Désespoir est toujours... Enfin, c'est un four total chez Pika. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de publier la nouvelle série de l'auteur, sachant cela ? Je pense que quand une série ne marche pas chez un auteur, ça ne veut pas dire que l'auteur il a une maladie. Non. Donc, faut étudier ce que les gens font. Et encore une fois, je ne me suis pas vraiment penché quant à essayer de me dire tel titre n'a pas marché en France, donc cet auteur il est condamné. Ouais, il est blacklisté, non. Non, ça dépend de ce qu'il fait. Et selon la nouvelle chose qu'il va faire, est-ce que ça va correspondre à ce que je crois, modestement, pouvoir être proposable au public d'aujourd'hui. Taniguchi Jiro, ça a pas commencé. Ça a commencé en collection Casterman il y a très longtemps avec le chien Blanco, et personne ne voyait l'auteur du Quartier lointain derrière ce titre qui a fait un four. Oui. On pourra en citer plein, et puis après tu sais pas non plus comment est-ce que les choses évoluent. Même Akira, si tu veux, au début ça a quand même été un four. La publication d'Akira en France, il a fallu attendre un certain nombre d'années pour que le talent de l'auteur soit reconnu et tout. Éditorialement parlant, ça fait partie du boulot, je pense, et du plaisir d'être éditeur, que de parier, de passer des paris. Par exemple, j'ai passé un pari sur Masato Issa il y a très longtemps, quand j'étais chez Glénat en publiant Jabberwocky. C'est un pari qu'on a pris à plusieurs éditeurs, parce qu'en même moment il y avait d'autres titres qui sortaient de cet auteur chez Kazé, je crois, et enfin je sais plus, je crois qu'il y a chez Casterman aussi. Area 51. Ouais, voilà, il y en a eu 3, je crois, qui étaient sortis en même temps. On l'avait tous reniflé, on était tous sur sa trace, on l'avait tous vu, on s'était tous dit, mais ce gars, c'est quelque chose à part, quoi. C'est quelque chose. C'est pour ça qu'il y a une caractérisation chez tous mes auteurs. De Issa à Yamamoto sur Red Rat ou même Akira Ozu sur Natsuko no Sake, c'est des traits, c'est des pattes. On mise sur des auteurs, sur des capacités de faire, et ma foi, si derrière il y a un four, il faut pas le prendre en compte. Et encore une fois, vraiment, quand tu fais de l'édition, tu dois te concentrer sur ce que l'auteur fait au moment où il le fait pour le public du moment où tu veux le proposer. Et c'est la seule vérité dans laquelle, à la rigueur, tu peux réussir. Ce qui n'est pas vrai à l'inverse. C'est-à-dire que quand tu as un auteur qui a fait un succès, tu sais que tu peux capitaliser, même avec une merde. Donc, tu vois, l'auteur qui a réussi à tomber ses 6 palettes au mois et à attraper 100, 150 000 lecteurs, tu sais que derrière, s'il fait un 2 volumes ou 3 volumes pas très reluisant, de toute manière, tu sais que tu vas en vendre. Parce que c'est le public français aussi qui est comme ça, il y a un suivisme. C'est l'auteur de GTO, par exemple, GTO pour moi, qui est un des titres que je porte au panthéon de ce qui s'est fait de mieux dans l'histoire du manga. Enfin, après, il a fait Toko, là. Et il a fait 2-3 choses derrière, dont personnellement, moi, je n'en porte pas un goût particulier. Et quand j'ai tenté la chose, en fait, ça m'a donné qu'une seule envie, c'est de relire GTO. et voilà. Mais du coup, ça a quand même vendu. Si tu veux, ça a moins vendu que du GTO, mais ça vend sur le nom, ça vend aussi sur la réputation, ça vend sur la confiance, quelque part, que le public porte dans un auteur qui a eu un succès. Au-delà du fait que, sur un phénomène très franco-français, il y a un suivisme du nom en France. Faut pas oublier que en France, contrairement à d'autres pays, même les États-Unis, on a une conception de l'auteur qui est très forte. Aux États-Unis, on conçoit beaucoup plus les personnages ou les histoires que les auteurs. En France, tu as des amateurs de Trondheim. Voilà, tu as les amateurs de Johann Sfar. Ils vont acheter tout ce que Trondheim fait, même sans se poser la question de savoir si le type d'histoire que Trondheim va faire va plaire ou pas. Et il en a fait des trucs, mais qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et les gens ne se posent pas la question. Donc, encore une fois, le schéma inversé est vrai aussi. C'est
c'est du coup là ce qu'on est en train de dire par rapport à Monsieur Désespoir et Kakushi Goto. C'est aussi un peu le cas avec Shisako Garden, parce qu'il y a eu Kids on the Slope chez Kazé, donc on n'a jamais eu le dernier volume parce que la série n'a pas si bien marché que ça. Tu sais, enfin, peut-être que je C'est m'en un fais peu une le spécialité. même, Il y a quelqu'un sur Twitter qui le disait il y a pas longtemps. Mais qu'est-ce qu'il a, Ferrand? Il n'arrête pas d'acheter des trucs. Alors, le disciple de Doraku, chez Issan, ça n'a pas été c'est pas été un four non plus. Mais pour être un très bon titre, ça a pas fait sa palette, hein, comme on dit. Voilà, Yamamoto Osamu, l'Orchestre des Doigts que j'avais édité chez Milan, il a eu sa reconnaissance, mais c'est pareil, ça fait pas vivre une maison d'édition. Alors voilà, peut-être que je m'en fais une spécialité. Ok. Vega, je sais pas. l'éditeur des causes perdues, non? Non, même pas. Encore une fois, ils sont pas perdus. Ils sont pas Pour perdus, moi, mais c'est des vrais talents. mais c'est sur le moment, en fait. C'est des rencontres. Ouais, c'est le titre du moment. C'est pas qu'une rencontre entre l'éditeur et l'auteur, c'est vraiment une rencontre que nous, on doit créer entre l'auteur et le public. Et des fois, ça match, et des fois, ça matche pas. Et honnêtement, je peux me tromper, encore une fois, hein, je n'ai pas la science infuse, mais il n'y a pas de règle. Hein. Tu sais pas pourquoi les gens ils aiment un truc ou pas. Ça va leur venir comme une envie de pisser. Et ça marche à un moment, il y a boum, voilà, ça prend. Et bien malin celui qui saurait savoir pourquoi. Il est Et voyant. lui, il fait que des catalogues parfaits. Et ça existe J'en ai pas. jamais vu. Sinon, faut mettre des boobs sur la couverture et puis voilà. Des boobs? Ah ouais, d'accord. Ok. Ah ouais, t'es comme ça, toi. On voit tout de Ok. suite. Tu aimes tous les titres de ton catalogue, car tu les as choisis. Mais quel est le titre préféré de ton catalogue? Ah, mon titre Ouais, préféré ouais. de mon catalogue, Ouais, toi, perso. Péléliu. T'es Péléliu? Ah d'accord. Moi, Voilà. c'est un titre qui m'a bouleversé. Déjà à différents niveaux. On lui fait parfois le reproche du choix du dessin. L'auteur a choisi un cartoon. dessin super déformé, Ouais, on va se SD, dire, ouais. hein, parce qu'on n'est pas Ouais, dans le SD. cartoon non plus. Ouais, Mais vraiment, c'est... Pardon. je t'en prie. Vraiment, c'est un titre qui a une puissance humaine, une force d'évocation, et en plus, qui est beau et horrible en même temps. Je commence la première page, je suis à la dernière. Enfin, je peux pas m'arrêter dans la lecture d'un volume. Il faut que j'aille au bout du volume. Ce serait presque criminel de s'arrêter. Wow. Et toi, tu l'as choisi parce que c'était vraiment un gros coup de cœur personnel ou tu pensais en plus que ça allait vraiment apporter quelque chose à Vega? Je crois que j'ai pris pour les deux raisons. À la fois, je me suis dit, voilà, par rapport à tout ce qu'on a défini comme devant incarner Vega, Peleliu, ça va être ça. On n'est pas dans un pensum politico, tout ça. On est dans une histoire humaine, à échelle humaine, mais qui parle de la réalité, avec parfois le côté cru de la réalité. Et en même temps, c'est raconté comme un seinen de distraction. C'est une vraie aventure, mais sur des bases réelles. Quel est le meilleur lancement de Vega Édition? Je dirais à égalité Peleliu et le bateau de Thésée. Ouais. Et, ah ouais, quand oui. même. Deux. Alors, c'est à nuancer, Ouais. parce que Zozo Zombie fait un très beau démarrage. Comme quoi, le crade savant. En fait, ouais. Mais ils sont tous bons. Mais en fait, je pense que en fait, plus les mois passent, meilleurs sont les lancements. D'accord. Ah. Peleliu, c'était bien parce que c'était le début. Ça a bénéficié aussi de la communication globale sur Vega qu'on a faite. Donc, grosso modo, il y a eu un effet d'entraînement qui nous a permis de faire découvrir un titre qui, par ailleurs, a été reconnu comme excellent par beaucoup de gens. Donc, ça a vraiment poussé la bête. Bateau de Thésée, ça a bien marché parce que ce bateau de Thésée, voilà, ça tient à l'histoire, ça tient au dessin, ça tient à l'intrigue, au thriller. C'est ce côté Twin Peaks qu'on sent en ambiance. Ça a tout de suite bien pris. Mais finalement, plus les mois passent, plus on arrive à fin août, où je propose Shisako Garden, et qu'il a aussi fait un très beau lancement. Alors, aussi parce que c'est un one-shot. Oui. Pas oublier, on a aussi des raisons. Court, ça plaît quand Voilà, même, on a faut le aussi dire. d'autres raisons qui font que. Mais voilà, le titre touche les gens, ça marche bien. Natsuko no Sake, pour le coup, fait un très beau lancement parce que, enfin, plus que ce que j'imaginais, pour un titre à 11 €.
et pour un titre assez épais. Oui, Voilà, mais qui est plus, le public qui va l'acheter, lui qui met 8 €, qui met 11 €, qui met 15 €, peut-être qu'il fait Parce pas que de différence. t'as peut-être dépassé la strate du fan de manga et que ça a intéressé un Oui, parce qu'on public a- plus global, plus ouvert. Enfin, en tout cas, l'intérêt du saké. Oui, parce Oui. qu'on n'a pas encore de manga sur le sujet en France. Il y en a eu, mais très, très rapidement. Même en bande Oui, très Mais dessinée, c'était pas je sais sur même du pas manga, s'il y en a. c'était sur du publication coréenne. Ouais, mais donc c'est peut-être pour ça aussi, ça a attiré. Il doit y avoir des raisons effectivement diverses et variées comme ça. Et pour arriver à Zozo Zombie, où on a le meilleur enchaînement, pour l'instant il vient d'être lancé, mais on a le meilleur enchaînement semaine après semaine. C'est-à-dire que chaque semaine qui passe est meilleure en termes de chiffre de vente que la semaine précédente. Donc, encore une fois, j'ai pas toutes les raisons ou toutes les explications. Je pense qu'il y a un petit peu de tout. Comme vous dites, faut arriver à panacher selon les différents titres. Il y a des sujets, il y a des choses qui plaisent. Peut-être aussi que plus les mois passent, plus on commence à être suivi ou connu. C'est vrai que ce que j'ai observé, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui le disent. Ils achètent aussi du Vega en ce moment. C'est-à-dire que ce qu'ils ont acheté, ça leur a plu. Il n'y a plus de volume qui sort. Voilà, on ne fait pas du 6 volumes à l'année pour l'instant. Mais du coup, ils en ont acheté un deuxième, Vega, un deuxième titre. Ça leur a plu aussi. Résultat, je pense que ça, Shisako par exemple, ou Natsuko no Sake, ont bénéficié de cet effet d'entraînement de gens qui ont dit « Ah ouais, mais bon, finalement, j'en ai acheté une série, 2 séries, 3 séries. Ça m'a plu à chaque fois. Allez, je fais confiance. J'en tente une 4e. » Et je pense que ça joue aussi. Et si, en fait, pas si, c'est le titre que tu conseillerais à un lecteur ou lectrice pour découvrir la collection Vega. Le titre. Allez, le piège. Oh, je dirais en découverte, en amuse-gueule, en ouverture, voilà. Ouais. Je dirais le bateau de Thésée. Allez, bonne C'est une manière paisible de rentrer dans la collection. Ouais. Enfin, paisible en termes de... On va dire ça, ouais. Ouais. Je vous laisse découvrir le titre. Hein. Ça reste un thriller horrible. Mais voilà, c'est assez transversal, on va dire, par rapport aux différents types de publics. C'est assez facile à aborder. Une histoire qu'on aime tous, quoi, ce genre de choses. C'est une bonne manière de rentrer. Voilà, après, ça peut passer par Magmel pour rester toujours dans un schéma très pop culture d'une certaine manière. Grand public. Grand public, tout à fait. On peut glisser ensuite vers Shisako Garden, vers Natsuko no Sake, où là on va rentrer sur des sujets plus travaillés quelque part. Vas-y, Ça peut nous amener à... Il te reste plus que 6 à citer normalement. Il y a- Ouais, moi j'ai la liste, je coche. Je déroule, là, je suis en train d'imaginer justement un gars en face de moi, ou une fille qui me dit, bon alors, par quoi je commence et qu'est-ce que je fais derrière. Mais finalement, c'est vrai qu'on peut partir du très pop au très sérieux pour arriver au témoignage de Tetsuya Shiba, Journal d'une vie tranquille, qui, voilà. Mais en starter, tu fais bateau de Thésée. Ouais, bateau de Thésée, Shisako Garden, Magmel, Survivant, tout ça, ça embraye bien, la machine à découvrir. Après, voilà, on peut aller vers quelque chose de plus pointu, de plus exigeant si on en a envie. Alors, nous, là, on t'a posé nos questions, mais on a un Discord où beaucoup nos auditeurs, auditrices viennent nous poser des questions et on leur laisse l'attitude de poser des questions sur le dossier. C'est pas moi, j'ai rien fait. Voilà. Donc, là, Jensen a quelques questions qui viennent directement de nos auditeurs, nos auditrices, et elle va t'en poser quelques-unes qui sont... Vas-y. Ok. Fais-toi plaisir. Alors, C'est pas toi, toute on va faire de manière très simple. Pourquoi le nom Vega? Il y a plusieurs raisons croisées. En premier lieu, je pense que on l'a choisi aussi parce que c'est lié à la fête de Tanabata. La fête de Tanabata qui est une fête japonaise parlant, je ne vais pas vous faire tout le conte, mais voilà, parlant de deux étoiles, Altaïr et Vega, en fait, qui sont amoureuses l'une de l'autre et qui vont être séparées par la Voie lactée.
et que devant cet amour impossible, le Dieu du ciel leur accorde de se rencontrer une fois dans l'année, à savoir le 7e jour du 7e mois, ce qui généralement tombe sur la date de Japan Expo. Donc ce qui m'amusait beaucoup personnellement, et je voyais de cette manière un petit peu l'ambivalence de la relation entre la France et le Japon, culturellement parlant, tout autant dans le schéma historique que dans la découverte du manga qu'on peut avoir, qui reste encore un océan de mystère, et en même temps dans lequel on approfondit quand même de plus en plus année après année. Et voilà, Altaïr ou Vega ou Altaïr. J'ai choisi Vega parce que en même temps, on avait le ga de image en japonais, donc manga, Vega, on retrouvait le ga. Et puis le mot Vega, en fait, appartient vraiment à la pop culture. Enfin, du Vega, il y en a dans Street Fighter, il y en a dans Dragon Ball. Là, on revient vers les barbes blanches. Il y en a dans Grandizer. Il y en a dans Goldorak, Grandizer. Il y en a vraiment partout. Et ça s'est imposé comme ça sonne bien. Ça me permettait de faire un joli logo avec le V qui ressemble au A à l'envers. Enfin voilà, et puis cool. Altaïr, c'est un manga aussi qui est édité chez Glénat. Oui. Il y a les éditions Altaïr aussi que j'avais éditées. Oui, il y a aussi des éditions Altaïr. Et oui. Comme tu as abordé la question Japan Expo, est-ce qu'on verra Vega Édition sur un festival comme Japan Expo en 2020 ou du moins un jour futur ? J'espère en 2020 en définitive. La première année, on a été présent avant le lancement sur une scène pour présenter justement les titres qu'on allait proposer au public en octobre. Donc voilà, ça, c'était une première venue entre guillemets. Cette année, on s'est beaucoup posé la question. Et puis, honnêtement, on n'avait pas assez de volume et pas assez de titres pour faire quelque chose de cool, quoi. On aurait eu une toute petite table avec, à l'époque, on avait quoi, 3, 6 ? On était à 12 volumes, quelque chose comme ça, 12, 13 volumes. C'est beaucoup trop tôt pour présenter au public. C'était pas assez, donc on aurait fait un truc un peu minable, un peu tout petit. Alors que je voudrais quand même, tant qu'à faire un stand, en faire un truc bien. Tout ça contrebalancé aussi par la réalité économique qui fait que quand même, quand tu vas chez Japan Expo, ça a un coût. Aujourd'hui, c'est pas donné. Et tu sais de toute manière que, faut le savoir, les éditeurs, d'une manière générale, pour tous les salons, ne rentrent pas dans leurs frais. D'accord, c'est vraiment de la communication. C'est de la com, c'est du travail à perte. Mais après, il y a une différence entre ne pas rentrer dans ses frais et s'attacher à un boulet économique au pied à traîner pendant. Donc, on s'est dit, allez, on se retient et on essaye pour le coup, on s'est dit, on essaye quand même de faire quelque chose de sympa en 2020. On a déjà des idées qui sont toutes prêtes, parce qu'on voulait faire un arbre à souhait, ce qu'on fait dans la fête de Tanabata. On accroche des petits papiers sur un arbre, donc on voulait proposer ça. Moi je voulais proposer des bonbonnes d'eau à disposition du public pour attirer les le gens. Rebelle. La vache, il fait tellement chaud là-dedans, si on leur propose de l'eau, ils vont venir. Grave. Meilleur éditeur de l'univers. Et on a déjà pensé très bien à la chose. Et oui, pour nous, encore une fois, comme en plus on a ce lien dans le nom de Vega, ça s'impose, quoi. Mais ça s'impose pour faire quelque chose de bien. Okay. Je vais quand même préciser pour les auditeurs que c'est déjà arrivé qu'il y a des éditeurs que ça leur fait mal d'aller à Japan Expo. C'est ce qui est arrivé alors j'ai le nom, c'est celui qui a fait un Dragon Axiom, je le retrouve, Kotoji qui a annoncé que son passage à Japan Expo a fait quand même vraiment très mal. D'ailleurs, ils sont pas très bien en ce moment. Comme quoi, ça se prépare et il faut vraiment pas sous-estimer. Non. Mais bon, avec Glénat, maintenant, c'est rodé. Oui. On va voir. Justement, en parlant de Glénat, une des questions des auditeurs est: penses-tu refaire des éditions prestigieuses chez Vega comme tu l'avais fait avec 2001 Night Stories et Moto Hagio Anthology? Oui, moi, encore une fois, c'est pas un projet. Pour l'instant, le projet, c'est véritablement d'arriver à faire vivre Vega et d'arriver à faire vivre les gens qui travaillent dans Vega. Donc, on a ce projet déjà de poser la boîte. 1 an, c'est pas beaucoup. Mais quelque part, pour moi, ce genre d'ouvrage, ce genre d'objets, on les appelle carrément des objets, ça appartient au métier de l'éditeur.
quand j'étais chez Glénat, je me sentais pas de faire du tankobon 115, 180, 192 pages ad vitam aeternam. Déjà parce que les titres ne le méritaient pas. Donc je suis parti sur des formats d'épagination différentes quand j'avais fait la collection vintage. Je suis parti sur des artbooks, je suis parti sur des choses très différentes. Ce qui m'a amené, comme j'avais fait aussi des formats différents quand j'étais chez Milan, à créer des projets autour de 2001 ou de Moto Hagio. Après, primo, c'est une complexité économique. Parce que c'est des projets et des objets qui coûtent assez cher. Secondo, il faut savoir qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on veut avec n'importe quoi, à cause justement des ayants droit japonais. C'est-à-dire qu'il faut que, normalement, on est considéré comme des locataires, comme dans un appartement. On n'est jamais propriétaire des titres, on n'est que locataire. Et en cela, c'est comme dans un appartement, si tu veux changer le papier peint, tu veux changer quelque chose, tu dois avoir l'autorisation du propriétaire et généralement, tu ne l'as pas. Généralement, les éditeurs japonais, ils n'accordent pas le droit à l'éditeur étranger de refaire une édition, pas facilement. Pourquoi ? Parce que faire une édition spécifique, quelque part, c'est prendre pied dans la partie ayant droit. D'un coup, tu deviens ayant droit de ta propre édition. C'est toi qui l'as fait, donc elle t'appartient d'une certaine manière. Or, le titre, il doit rester en appartenance totale du côté japonais. Donc, sur des cas particuliers, on a pu le faire. Sur Moto Hagio, on a pu le faire. On a eu toute la collaboration qu'on voulait. Et je pense que c'est parce qu'il y avait une vraie volonté de faire découvrir aussi cet auteur, qui n'était pas publié en France, ou quasiment pas. Ça s'est bien passé aussi parce que j'ai eu le soutien de Satoko Inaba qui a mené le projet, donc qui est aujourd'hui directrice éditoriale de Glénat et qui a mené le projet de main de maître. Ça a été son grand œuvre et elle l'a vraiment très bien fait parce que le bouquin était complexe. Moi, je m'étais fait 2001 qui avait été cauchemardesque, quoi. Ça a été un truc mais terrifiant parce avec les dessins. Non, avec l'éditeur japonais. Ah ouais. Voilà, je le citerai pas, mais il m'a fait vivre un enfer. Il m'a fait vivre un enfer. Je me souviens, il m'avait refait toute la traduction par Google Trad. Oh merde. Et quand vous savez ce que donne Google Trad, vous voyez arriver le truc en disant j'ai quelques modifications à vous proposer. Vous voyez les trucs, ça n'a aucun sens, c'est rien du tout et tout. C'est du franc-poney. Et donc il a fallu faire un voyage au Japon supplémentaire pour aller rencontrer le monsieur et lui dire vous savez ça n'existe pas une phrase comme ça en français, c'est pas grammatical, c'est pas un français, robot qui fait ça, c'est pas du tout bon. Donc et après voilà, c'est aussi un challenge. C'est aussi complexe. C'est pas quelque chose que je vais faire tout de suite chez Vega. Faut pas s'attendre à ce que d'un coup l'année prochaine je vous annonce un collector truc de ouf extraordinaire. J'avais un projet en fait qui était justement de reprendre du Hoshino, parce qu'il y a des titres fabuleux qui n'ont pas encore été édités, et de faire une édition française particulière, pas en coffret 2001, pas à ce point-là, mais rendant grâce quand même à la maestria de son dessin, donc sur un format un peu plus grand. Et puis, en définitive, un autre éditeur français a sécurisé l'auteur. Crac, tous les titres. Donc, pour le coup, j'ai pas eu l'opportunité de conclure sur cet auteur. Mais voilà, derrière ça, situation économique agréable aidant, situation positive de ce côté-là au niveau de Vega dans quelques années, je m'autorise pleinement et totalement le droit et la fantaisie de proposer des choses un peu barrées comme ça au public français, et ça sera avec grand plaisir parce que c'est un peu mon cœur de métier d'une certaine manière, de tordre la forme pour qu'elle corresponde au fond. D'accord, et du coup voici la dernière question. Quelle licence appartenant à un concurrent aurais-tu aimé éditer ? Oh là là, il y en a tellement. Alors, tu vas pas nous refaire le coup, on n'en veut qu'une. Ben ouais, mais non. Une, c'est cruel. C'est cruel. Une qui aurait bien marché chez Vega, par exemple. Je pense que c'est pas, il y en a, c'est pas neuf, mais
J'ai eu beaucoup de plaisir à lire Vinland Saga, par exemple. Oh, oui, oui, Que j'avais essayé de l'acquérir à l'époque, et c'était Kurokawa qui l'avait attrapé et qui l'édite fort bien. Et ça, c'est tout à fait... c'est le Torgal à la japonaise, d'une certaine manière. Oui. Mais je le voyais bien dans ce schéma seinen accessible à tous, dans un jeune public adulte, avec un côté un peu réaliste, un peu cru, un peu réel. Et ouais, je pense que Vinland Saga, des Urasawa aussi, même si je suis pas toujours fan de la fin des titres, du Otomo, moi je serais de genoux en terre pour éditer les nouvelles d'Otomo, où il est beaucoup plus politique, beaucoup plus social, c'est savoureux, quoi. C'est un truc extraordinaire à lire. Et des autrices du groupe de l'an 24, par exemple, parce qu'on a parlé de Moto Hagio, mais... Oui, aussi, typiquement, ça fait aussi partie des autrices qui pourraient être tout à fait éditables, mais je ne sais pas si elles sont éditées chez des éditeurs concurrents. Non, il n'y a pas grand-chose qui a été édité je crois chez eux. pas. Il y a, comment ça s'appelle ? Il manque beaucoup, comment elle s'appelle Keiko. Ah, ça y est, il fait des recherches. Des recherches. On est mal barré. Voilà, ça lui vient dans la tête et il se pose des questions. Non, beaucoup de gens l'attendent, c'est Keiko Takemiya. Voilà, je ne retenais plus le nom. Elle, je crois qu'il n'y a rien du tout en France. Même Moto Hagio, je crois qu'il manque Po, je ne sais plus quoi. Po. Puis peut-être d'autres choses. On avait je fait ne connais la pas par cœur suite son œuvre. de Po, justement, dans l'anthologie. C'était la suite ? Non, c'était la suite de Thomas. C'était la suite de... Non, ça se trouve, c'était même le préquel de Thomas. Ou le préquel Oui, de Thomas. Le pilote de Thomas qui ensuite ça a fait été... tellement longtemps. C'est ça. Moi, j'adore cette anthologie, en fait. Ouais, Non, c'était le préquel, ouais. Mais voilà, comme on disait tout à l'heure, il y a tellement de choses encore extraordinaires à éditer. Et sur ce qui a été édité, même récemment, je sais pas... moi, j'ai adoré Heads, Coq de combat, là, je le vois, là, je regarde vos rayonnages, j'en profite. Voilà, du Umez, par exemple, du Umezu, j'aime beaucoup. Après, moi, j'aime bien les classiques. J'ai une appétence aussi pour ça. Oui, il y en a vraiment chez tous les éditeurs, je trouve. T'aurais bien piqué un petit peu chez tout le monde, en fait. Oui, si tu veux. À force, année après année, tu regardes aussi la liste innombrable des titres que tu as demandé et que tu n'as pas eu. Parce que... Ça fait mal. Oui, voilà. C'est la règle du jeu. Il y a beaucoup d'édits. Et puis, quelque part, c'est agréable. Je suis pas d'une nature jalouse. Donc, du coup, si le titre est bien édité et qu'en plus, il marche chez un autre éditeur, à la fois, tu es content, puis en même temps, tu te dis toujours, j'avais pas tort. Tu vois, quelque part, j'avais pas mal visé. Donc, ça rassure aussi. Tu te dis, voilà, c'est pas un mur, quoi. Et donc, voilà, je pense que, comme je les lis, au pire, moi, je peux les lire. Je les ai pas achetés, mais je peux les lire. Eh bien, on a fait quasiment 1h30. Sur Vega Édition, le portrait d'une collection. On te remercie vraiment d'être venu, d'avoir été aussi sincère, d'avoir donné un visage, entre guillemets, à la collection, parce que nous, le but étant de mettre un nom dessus, entre guillemets, en tout cas, on va dire une passion. Et puis tu nous l'as bien servi, donc voilà, en étant très clair. Merci à vous, désolé parce que je fais souvent des phrases interminables. Non, mais on adore ça, les auditeurs ils adorent ça. Voilà, tu vois, ils vont se mettre avec des cacahuètes, des chamallows, et puis ils vont écécouter. De toute façon, en plus c'est bien parce qu'ils écoutent dans le monde entier a priori. On est écouté un peu partout. D'accord, j'ai entendu parler du Japon. Ils écoutent. Le Kodansha, dites donc, qu'est-ce que vous avez dit là, vous n'avez pas cité, mais ça sentait un peu nous quand même. Donc on te remercie vraiment d'être venu, d'avoir pris le temps. On va remercier nos partenaires et puis surtout les gens avec qui on bosse depuis un bon moment. Déjà, qu'on va commencer avec Bad Geek, qui est notre agrégateur et surtout un diffuseur de podcasts. badgeek.fr, vous pouvez retrouver un tas de podcasts super intéressants. Vous avez aussi la librairie Ayaku Shop qui nous prête ses locaux pour faire nos émissions et qui est notre partenaire depuis le début. Donc www.ayakushop.com et 4 rue Dante dans le 5e arrondissement de Paris.
et aussi les images dérisoires, imagedérisoires.com, où vous pouvez acheter des affiches d'art. Dernièrement, James a édité du Terazawa avec des affiches de Cobra, donc dépêchez-vous, c'est Noël, elles sont signées ou pas, mais ça fait toujours des jolis cadeaux, et n'oubliez pas qu'il a aussi des auteurs aussi prestigieux que Leiji Matsumoto, et ça, mon gars, il faut en acheter, c'est du bien. Dites-moi les jeunes, vous avez encore une question plus ou moins, un truc qui vous trotte dans la tête? Tu voulais pas faire allusion justement aux dernières sorties annoncées qui ne sont pas sorties? Oui, en savoir un petit peu plus parce que comme on en parlait un peu en off, des reports. On a un auditeur sur Discord qui nous a posé la question sur des reports. Oui. Et on n'a pas beaucoup d'informations, donc j'aimerais bien que tu nous en parles un peu. Oui, en fait, on a eu quelques titres qu'on a reportés à l'année prochaine, grosso modo début d'année 2020. Alors, bon, je vais essayer de faire court parce qu'il y a des raisons aussi différentes à quasiment à tous les titres. On a reporté notamment Magmel, par exemple, parce que c'est un titre compliqué dont il ne sort en définitive qu'un volume tous les 6 mois au Japon. Et quand tu balances un volume tout seul comme ça tous les 6 mois sur le marché français, au bout d'un moment les gens ils s'intéressent pas beaucoup. C'est pas facile. J'ai déjà vécu diversement avec Berserk ou avec Gun ou des choses comme ça quand j'étais chez Glénat. Et je sais que une bonne technique qui marche, c'est d'essayer de regrouper plusieurs volumes dans une parution à temporalité réduite, ce qui permet en plus de faire une communication et de pouvoir lisser les frais de communication sur plusieurs volumes plutôt que de les impacter sur un seul volume, ce qui peut encore une fois nuire à un volume tout seul. Donc pour pas tuer cette série, on a décidé de faire une pause et puis de regrouper. Il y a un volume qui est apparu, il y en a un qui devrait paraître en fin d'année. Ça va nous permettre de faire un deuxième volume et le troisième volume à venir, lui, devrait être publié en juin au Japon, ce qui fait du coup on devrait pouvoir enchaîner 3 volumes, genre un volume tous les 2 mois, relativement facilement. Donc ça va permettre aussi de nourrir un peu l'intérêt que les gens ont pour Magmel, à avoir une histoire qui va se développer sur 3 fois 192 pages plutôt qu'une fois 192 pages tous les 6 mois. Sur Kakushigoto, on a reporté aussi pour d'autres raisons. Alors, il y en a dont je ne peux pas spécifiquement parler, mais il y a aussi une attente d'une annonce particulière au Japon qui pourrait intervenir dans les semaines ou mois à venir, et qui devrait permettre de développer une stratégie complètement différente pour l'édition de ce genre de ce titre en lui-même. Qu'est-ce qu'on a reporté d'autre ? Je sais pas. Ne me regarde pas. On a 2 déjà, c'est déjà pas mal. Voilà, sur un autre Zozo Zombie par exemple qui sort là alors qu'il était prévu initialement pour juin. Il a été reporté parce que on travaillait avec un éditeur qui a été pour sa part un petit peu les japonais qui a été un peu long aux validations et c'est quand cette longueur est arrivée au moment où la date d'impression arrivait, plutôt que d'imprimer sans avoir l'aval, on s'est dit on décale et puis on s'est dit tant qu'à faire on le colle à Halloween et puis ça va le faire, ça va être sympa, ça va être bien. Natsuko no Sake, pareil, il a été reporté à février parce que là, en fait, on a un travail extrêmement pointu de vérification des termes avec un auteur qui est très, 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 très exigeant. Dans la gamme des plus exigeants que j'ai connus dans ma vie, j'en ai quand même fait un certain nombre des mangas. Là, t'as trouvé le Et d'un autre côté, je lui donne pas tort parce que on est sur quelque chose de spécifique où chaque terme doit être précis, donc tout doit être relu en fait par 2 équipes de relecteurs. Ouais, les gens achètent ce manga parce que c'est en même temps un catalogue de saké. Pour le coup, je pense qu'ils peuvent avoir pleinement confiance sur les termes qui sont proposés. Mais du coup, sur du 460 pages, ça prend du temps. Et en plus, l'auteur veut nous faire des postfaces spécifiques à chaque volume. Et il a besoin d'un peu de temps pour tomber un petit peu les postfaces. Donc le volume 2 a décalé un peu. Et je crois que ça doit être tout en termes de décalage. C'est bien. On est bien, on se doute très bien qu'il y a des raisons bien spécifiques quand même derrière. Qui peuvent être très différentes en fait.
Si, ici, il y a aussi une raison que j'ai pas évoquée, mais qui est aussi utile, surtout pour ceux qui se posent toujours des questions sur le fonctionnement des maisons d'édition. Il y a aussi un moment où on n'a pas non plus hésité à reporter, parce qu'on s'est dit qu'on avait quand même publié en un an plus de 30 volumes, et qu'il fallait éviter la surchauffe. À publier trop de volumes à la suite, alors que les gens nous découvrent beaucoup plus lentement qu'on édite, on finit par avoir un public qui nous suit sur le volume 1, on voit le volume 2 qui grimpe, vous êtes déjà à publier le volume 5, à préparer le volume 6, vous allez passer 200 exemplaires du volume 6. Qu'est-ce qui se passe derrière ça ? Il se passe que quand vous balancez des nouveautés alors que le public n'est pas dans le même rythme, vous avez les libraires qui font des retours massifs parce qu'ils prennent le dernier sorti, ils voient qu'ils en passent pas, donc ils les renvoient, et derrière vous avez aussi votre diffuseur qui vous dit oh non, moi je fais pas des mises en place comme pour le volume 1 ou le volume 2 parce que on va pas avoir l'impact, le public est pas encore à ce niveau-là. Et comme on avait quand même voulu avoir 3-4 volumes de posés pour chaque série histoire de rentrer dedans, là aussi, encore une fois, on s'est dit, bon, on a peut-être été un peu gourmand, on va essayer d'éviter la surchauffe, on reste peut-être un petit éditeur aussi, il faut en prendre conscience. Donc, voilà, on n'a pas eu de remords non plus à faire ces décalages. Et ben voilà, sur ce petit mot qui a été très explicatif et qui surtout va permettre aux gens de se rassurer pour certains en disant oh il y a des vraies raisons, c'est pas juste surtout ça va sortir. Oui voilà, non mais comme on a eu le droit à des phrases du style enfin on faisait référence à un autre éditeur et on s'est dit bon on va quand même poser la question voilà pour rassurer les gens, donc tout va bien, donc vous voyez Stéphane vous a répondu, il vous a dit ce qu'il fallait que vous fassiez, c'est-à-dire attendre, voilà ça arrive, c'est pas dans les abîmes, pas du Désolé. tout, pas de problème. Donc là on va vraiment vous quitter. D'ailleurs on va vous quitter sur un ending theme que Jensen va annoncer. Parce que voilà, vu qu'elle l'a aimé tout à l'heure, j'ai dit bah tiens c'est elle qui va le dire. Oui, alors c'est l'ending theme numéro 1 de Magic Knight Rebirth. Ouais, tout à fait. Et c'est du bien parce que c'est les années 90. Et c'est trop bien. Et c'est Voilà. du clamp. C'est du clamp. Ouais, l'animé, la licence, enfin, pas le générique. La musique est très très bien. Voilà, donc c'est génial. Donc on vous laisse, on vous fait des bisous, on vous kiffe. Lisez des mangas, c'est bon pour les chakras. Regardez pour les animés, c'est bon pour la santé. Allez, salut. Dites au revoir. Au revoir. Allez, salut.